d'euros. L'Afrique du Sud opte pour la diversification de ses sources d'approvisionnement énergétique. Le nucléaire reste l'alternative la plus sérieuse. Enfin, un nouveau billet de 20 € plus sécurisé a été mis en circulation ce mercredi. Il est le dernier né de la série Europe. Et nous démarrons cette édition par la Mauritanie qui dispose désormais d'une centrale d'énergie éolienne. Cette centrale a été mise en service mardi et devrait fournir à Nouakchott, la capitale, 14% de ses besoins en énergie, soit 30 MW. L'infrastructure, qui a coûté 43 millions d'euros, a été financée par l'État mauritanien et le Fonds arabe pour le développement économique et social. Nous restons dans le même registre, cette fois-ci pour dire que l'Afrique du Sud, un pays ultra dépendant du charbon pour sa production d'électricité, entend diversifier très rapidement ses sources d'approvisionnement. À juste titre, d'ambitieux projets d'énergie renouvelable sont mis en route dans le pays, avec toutefois une grande priorité accordée au nucléaire. Les images. Ces vaches ont leur conscience pour elles. Alors que leurs émissions chargées en méthane polluent l'atmosphère, leurs bouses sont recyclées et transformées en énergie. Située non loin de la capitale sud-africaine, cette usine mélange le lisier à des déchets organiques qui viennent des décharges ou des marchés, comme le papier ou les yaourts. C'est comme un énorme organisme vivant. Les déchets vont dans le réservoir, on mélange tout, les déchets solides et liquides, et on les met dans les bonnes conditions pour que les bactéries digèrent les déchets. Et pendant que la bactérie fait son boulot, elle produit du méthane, qui est notre principal carburant pour le moteur à combustion. Résultat, 4 MW d'électricité qui alimentent une usine automobile. Une goutte d'eau à l'échelle des besoins de l'Afrique du Sud, mais le pays a besoin de diversifier son approvisionnement en énergie. 85% de l'électricité est issue du charbon, et les centrales d'Eskom, le fournisseur national. Le réseau, mal entretenu, pas modernisé, freine la croissance. Et l'Afrique du Sud émet plus de CO2 que tout autre pays africain. Le gouvernement veut renverser la vapeur et devenir un modèle du renouvelable pour tout le continent, avec des projets comme cette ferme éolienne qui produit 100 MW dans l'ouest du pays. Nous avons publié un plan de ressources jusqu'en 2030 qui précise nos engagements en termes de diversification. Nous allons construire de nouvelles infrastructures et 42% seront des énergies renouvelables. Selon ce plan, d'ici 2030, 20% de l'énergie viendrait alors de sources renouvelables. Mais le gouvernement dispose de peu de moyens. Les projets sont rares et financés par des prêts étrangers. Alors en attendant, certaines entreprises prennent les devants, comme ce fabricant de sauces en banlieue du Cap qui a installé des panneaux solaires. L'investissement coûte cher, mais je voulais être un entrepreneur qui économise de l'énergie, qui fait partie du mouvement d'énergie verte. Et le système est conçu pour être remboursé en 5 ou 6 ans. Après, toute l'énergie que je produis, c'est gratuit. Mais dans un pays aussi dépendant du charbon, l'alternative la plus sérieuse à moyen terme reste le nucléaire. La France, les États-Unis, la Russie, la Chine et la Corée du Sud sont sur les rangs pour construire des réacteurs qui fourniront 9600 MW. Une quantité impossible à produire à l'heure actuelle avec les énergies renouvelables. Direction la République démocratique du Congo où la prévision de croissance économique pour l'année 2015 a été revue à la baisse. Elle s'établit aujourd'hui à 7,7%, soit 0,7 points de moins que la prévision initiale. À l'origine de cet abaissement, le ralentissement de la production minière dans le pays, un ralentissement consécutif à la baisse des matières premières. Parlons maintenant de la compagnie aérienne Lufthansa dont le personnel de bord a annulé ce mercredi la grève de 2 jours qu'il comptait entamer ce jeudi 26 novembre. Hôtesses de l'air et stewards ont donc suspendu tout mouvement de débrayage au moins jusqu'au 2 décembre prochain, date à laquelle ils participeront à un sommet de l'emploi organisé par leur compagnie.
Et puis un nouveau billet de 20 € a été mis en circulation ce mercredi par la Banque Centrale Européenne. Il s'agit du dernier né de la série Europe. Sa particularité, le renforcement des caractères de sécurité devant rendre ce nouveau billet plus difficile à contrefaire. Ainsi se présente le nouveau billet de 20 € mis en circulation ce mercredi. Doté des mêmes critères de sécurité que le nouveau billet de 5 € lancé en mai 2013 et celui de 10 € lancé en septembre 2014, cette nouvelle coupure de la série Europe est unique en son genre. Ce billet est particulier en ce sens qu'il comporte une mesure de sécurité supplémentaire, une sorte de fenêtre sécurisée. Cette fenêtre portrait devient visible lorsqu'on regarde le billet contre la lumière. La fenêtre transparente, près du haut de l'hologramme, fait apparaître un portrait de l'Europe qui est visible sur les deux côtés du billet. Un billet qui progressivement remplacera l'ancien, qui est cependant encore valable et qui gardera son cours légal pendant plusieurs années encore. 4,3 milliards de nouveaux billets de 20 € fabriqués pour le lancement vont désormais remplacer graduellement les billets actuellement en circulation. À cause de facteurs propres à chaque pays, combien de billets sont encore dans le circuit? Le rythme du renouvellement variera bien sûr en fonction des pays. Notons que le prochain changement de billet prévu pour le deuxième trimestre 2017 concernera la coupure de 50 €. Les autres coupures de 100, 200 et 500 € seront progressivement remplacées au cours des prochaines années. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après ceci. Vous l'avez compris, c'est l'heure de recevoir Kazmi Pédia du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou, Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Nigeria et c'est pour parler de la politique agraire dans ce pays. Un partenariat avec la Chine est en cours. Bien sûr, le Nigeria est en train de viser loin et donc a sollicité le partenaire chinois pour pouvoir installer environ 40 rizeries au niveau du pays. C'est quand même énorme dans ce pays qui compte au total 35 États. Donc vous comprenez que le pays est en train de se battre progressivement pour pouvoir produire du riz en quantité pour sa population. Il faut le rappeler, le Nigeria aujourd'hui c'est environ 180 millions d'habitants et donc forcément qu'il faut nourrir 3 fois par jour. Donc c'est du boulot pour le Nigérien et désormais l'État s'est engagé à aller trouver le financement qu'il faut pour pouvoir le faire. De toutes les façons, le partenariat, les négociations sont en cours avec la Chine. C'est pas encore gagné d'avance, mais toujours est-il que le Nigeria compte obtenir ce partenariat-là pour pouvoir moderniser sa production du riz. Et quelle va être la capacité de production de ces 40 rizières? Oui, ces 40 rizières pourront produire d'ici 2018 environ 100 tonnes par jour. Vous comprenez que ce n'est pas par jour aussi bien. C'est ce qui est prévu dans l'accord que le gouvernement est en train de signer avec le partenaire. Donc forcément le Nigeria est en train de vouloir gagner le pari de la révolution agraire d'ici 2018, date à laquelle il ne sera plus question pour le Nigeria de recevoir sur son territoire 1 gramme de cette production agricole. Désormais le Nigeria pourra produire pour elle-même et pour la sous-région. Alors, si nous prenons la campagne 2013-2014, par exemple au Nigeria, la production totale est estimée à 3 millions de tonnes de riz. Par rapport à ça, est-ce qu'on peut dire que le pays va définitivement tourner maintenant le dos à l'importation du riz? C'est un peu difficile parce que pour cette campagne, déjà, le Nigeria a dû engranger 20 milliards de dollars
la sécurité alimentaire. Donc il serait un peu difficile d'envisager d'ici les 5 prochaines années que le Nigeria n'ait plus besoin totalement de l'aide de l'extérieur pour pouvoir nourrir sa population. Mais toujours est-il que le Nigeria compte réduire la facture alimentaire et sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur en termes de production agricole, surtout céréalière. Et donc forcément le Nigeria attend progressivement. C'est des programmes qui vont durer peut-être 20-30 ans avant d'aboutir définitivement à une certaine sécurisation totale de la production. Donc forcément il va falloir attendre. Pour le moment le Nigeria a encore besoin de l'extérieur, mais toujours est-il que le pays est en train de se battre contre les riz, contre la production qui vient de l'Asie. C'est une production sauvage qui est déversée sur le continent et figurez-vous, le Nigeria n'est pas du tout content avec cette manière de faire déverser sur le continent sa production, notamment l'opérateur économique Alingo Dangote qui n'est pas du tout content de... Il a justement signé un protocole d'accord d'$1 milliard avec le Nigeria justement pour la production du riz. Et que devient ce projet maintenant avec l'arrivée des Chinois? Bien sûr, l'opérateur économique, vous savez, je l'ai toujours dit, trop de viande dans une sauce ne nuit pas à l'appétit. Si Dangote a décidé de quitter, du moins d'ajouter à l'industrie cimentière la production du riz, c'est forcément pour pouvoir lutter contre l'envahissement de la matière, je dirais, alimentaire sur le continent. Donc forcément ce projet est en cours d'exécution parce que c'est prévu dans 5 États la production et aussi l'agro-industrie. Donc l'opérateur a signé, comme vous le disiez tantôt, avec l'ancien, si j'ose parler ainsi, ministre de l'Agriculture Adeshina, qui est aujourd'hui le président de la BAD. Il a signé cet accord-là et forcément son successeur est en train de pérenniser cela. Et d'ici à là, les rizières de cet accord vont commencer par produire. Toujours est-il que le Nigeria a besoin beaucoup plus aujourd'hui de l'investissement privé, à savoir les opérateurs comme Alingo Dangote qui ont opté pour pouvoir lutter contre les devises, l'évaporation de devises nigériennes vers l'extérieur. Alors Kazmik Pédia, quand nous prenons la sous-région ouest africaine, que va devenir justement l'économie de cette sous-région avec ce projet? Nous savons déjà que le Bénin importait beaucoup de riz vers le Nigeria. Oui, il faut dire, parmi les 3 millions de tonnes que vous venez de citer, la quasi-totalité transite par le Bénin. Et donc désormais, le Nigeria est en train de vouloir lutter contre cela. Et donc le Bénin, un pays comme le Bénin, va faire les frais de cette révolution agraire qui s'annonce. Et donc forcément, nous allons peut-être demander aux opérateurs de revoir leur politique d'importation de riz vers le Nigeria. C'est forcément que désormais, il faut commencer par produire également le riz au niveau de ce pays-là, si tant est qu'on ne veut pas subir la loi de la politique agraire au niveau du Nigeria. C'est pas seulement le Bénin, c'est aussi le Niger, c'est le Burkina Faso, c'est de l'autre côté aussi c'est le Cameroun. Donc tous ces pays qui entourent aujourd'hui le Nigeria doivent savoir qu'il faut désormais aller à la terre, il faut désormais installer des usines au niveau de chacun de ces pays-là pour pouvoir accompagner le Nigeria dans ça. Au Bénin, il y a quand même eu une belle initiative de l'opérateur Toundé, je pense, dans ce domaine. Qu'est devenu ce projet? Bon, le projet est mort de sa plus belle mort parce que il n'y avait pas l'accompagnement nécessaire qu'il faut. Toujours est-il que Toundé est toujours dans ses activités, certainement qu'il aura aussi un soutien, qui sait, peut-être d'un Chinois ou du Nigeria pour pouvoir relancer. Et vous voulez parler du riz Nerika, certainement que le riz Nerika ira un de ces 4 inonder aussi le marché nigérien. Merci beaucoup Kazmik Pédia. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. On va donc se donner rendez-vous demain. Également à vous, chers amis téléspectateurs, je dis à demain avec le même plaisir.